Madame, Messieurs, bienvenue à Populi, votre émission sur APSI TV. Et comme vous le savez, beaucoup de dirigeants dans ce monde, quelquefois, nous les voyons conduire de différents domaines qui leur sont confiés, mais on ne sait pas ce qui se passe dans leur vie au quotidien, s'ils sont aptes psychologiquement parlant, s'ils sont aptes mentalement parlant, etc. Et nous voyons quelquefois des bévues se commettre. On voit des erreurs, des soucis, et à un moment donné, vous apprenez qu'une autorité, un gouvernant a pété les plombs. Alors, en République démocratique du Congo, il se passe aussi des choses. Est-ce que tous nos dirigeants ont une psychologie nécessaire, apte pour diriger, pour conduire ces pays? Ainsi, nous recevons aujourd'hui la sœur Lucie Mandeke, qui se trouve être chef de travaux à l'université de Kinshasa, psychologue clinicienne, pour nous parler de la prise en charge psychologique des gouvernants. Avec elle, on va comprendre beaucoup de choses. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Aujourd'hui, on va le savoir. Alors, ma sœur, bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Je suis très content de vous recevoir en ce mois de la femme. Et comme aujourd'hui, on est le 7 mars, demain c'est le 8, et naturellement, parité oblige, on ne pouvait que vous recevoir. Alors, vous êtes psychologue clinique, clinicienne, qu'est-ce que vous appelez encore? Ok, merci beaucoup pour la parole. Moi, je suis psychologue clinicienne de l'université de Kinshasa. Je suis doctorante depuis 2021. Je suis sur ma thèse, si Dieu fait grâce, je pouvais faire ma soutenance à la fin de cette année ou l'année prochaine. Ok, donc je suis psychologue clinicienne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'est la psychologie clinique? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ça? Ok, merci. La psychologie clinique, c'est une science du comportement humain qui est observable et on fait les analyses approfondies des cas individuels ou dans les groupes, donc comme des études de cas, des personnes qui sont normales ou pathologiques. Donc c'est ça en fait la psychologie clinique. Donc c'est un domaine qui est déjà dans la santé, on peut dire santé publique ou comment? Effectivement, nous sommes dans la santé publique, mais les nombres de cliniciens ne sont pas encore très nombreux. On est affilié avec les neuropsychiatres, mais on est dans la santé publique, bien qu'on n'est pas reconnu officiellement par l'État. C'est ça le problème, vous n'êtes pas reconnu. On va en parler tout au long de l'émission, mais abordons les vifs du sujet pour ce soir. Quand vous voyez les autorités du pays nous diriger, la manière dont vous, en tant que psychologue clinicienne, vous les observez, qu'est-ce que vous comprenez, qu'est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que vous pouvez conclure par là, donc au sens des mères, des gestuels, et des langages, etc. Ok, merci. La psychologie, d'abord, c'est l'ensemble des comportements qui sont observables et non observables. Mais, si nous faisons allusion à nos autorités, c'est que nous observons dans leur façon de gérer les choses, la gestion des personnes humaines et la gestion matérielle. Ça nous fait penser qu'ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes dans la mesure où il y a une forte pression de la société ou de la population face à beaucoup de conflits. Les conflits pouvaient être des manques de salaire, des insécurités, la guerre et partout. Donc, ce sont des gens aussi comme nous qui ont des comportements et aussi qui ont besoin d'être accompagnés par les psychologues. Ça, vraiment, c'est un point primordial pour tout et chacun qui est censé gérer les personnes et leur bien. Voilà. Ouais.
Alors, vous les regardez, ces gouvernants-là, prenons le cas de la République démocratique du Congo, parce qu'on vit ici. Nous sommes Congolais. Alors, sans entrer dans la polémique des Congolais de père et de mère, nous sommes Congolais. Alors, vous voyez ces dirigeants, comment est-ce qu'ils se comportent? Qu'est-ce que vous pouvez observer comme souci, Anne? Parce que d'autres langages qui sont distillés là, c'est comme si certains ne respectent pas l'échelle des valeurs, ils ne savent pas parler à leurs collaborateurs, ça en interne. Aussi les comportements, quand il y a des détourneurs, quand il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de faire. Dans les pays, que ce soit les gouverneurs, les ministres, on peut remonter jusqu'à qui? Alors vous, en tant que psychologue et clinicienne, qu'est-ce que vous voyez comme souci? Qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qui leur manque? Ok, merci. Bon, il n'y a pas que même les pasteurs, les prêtres et tout le monde, nous sommes tous dans la même marmite. En fait, c'est que nous observons qu'il y a des problèmes, dans la prise en charge de la personne d'abord humaine comme ressource, et puis des problèmes matériels. La pression, je reviens encore, la pression est très forte parce que quelque part, la gestion des personnes n'est pas bien prise chez nous, au Congo. Ce n'est pas le fait d'être des pères et des mères, ça, pour moi, je dis ça, c'est un argument un peu, bon, je ne sais pas si c'est des faibles, mais ce n'est pas les pères et des mères qui font un argument un peu lâche, on peut dire ça. Oui. Mais des pères et des mères, bon, ça n'engage que ceux qui le disent. Mais ici, nous voyons la vie de la population et de la société. Quel est le message de la population et de la société? Pourquoi il y a insécurité? Et pourquoi il y a des morts partout? Cette agressivité-là, ce sont des symptômes que nous observons. Chez nous, en psychologie, on dit, toute frustration engendre une agressivité. Ah bon? Et cette agressivité-là est dirigée vers qui? Vers les symboles. Les symboles, ce sont les gouvernants ou les autorités du pays. Pourquoi il y a des morts au pays? Pourquoi il y a des phénomènes Kuluna? Les phénomènes Kuluna, c'est un malaise de la société. C'est un message fort qu'on envoie aux responsables qui nous gèrent tous pour dire qu'il y a ça ne va pas. La vie sociale est au bas de l'échelle. Voilà pourquoi on voit naître beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes, l'agressivité, des tueries, beaucoup de choses. La population est devenue comme si quelqu'un qu'on a abandonné à son triste sort. En fait, c'est ce que nous observons. C'est un message. Nous, on observe et on fait aussi des diagnostics. Oui. Ok, nous diagnostiquons que s'il y a l'agressivité, s'il y a quoi, c'est parce que peut-être du côté social, les gens ne sont pas à l'aise. Oui, évidemment. Les autorités subissent des pressions de toutes sortes. Oui. Du monde social, il y a ces problèmes, entre autres, je dirais, du pouvoir d'achat, n'est-ce pas? Il y a ces gros soucis éducationnels au sens des scolarités ou dans l'enseignement supérieur universitaire, ou les frais, les minérales, etc. Il y a beaucoup de choses. Il y a même l'insécurité dans l'Est, et ça, on va développer ça en particulier. Alors, quand les autorités subissent toutes ces pressions, selon vous, est-ce que devrait-il avoir un accompagnement psychologique pour les gouvernants? Est-ce que chaque ministre, par exemple, devait avoir, ou gouverneur, un psychologue ou psychiatre dans son cabinet? Ok, bon, ça c'est le souhait, mais ça ne peut pas être à titre individuel, mais ça devait être connu au niveau de la République. Donc, ce n'est pas connu. C'est pas Le psychologue n'est pas connu. Je ne sais pas si parmi vous ici, on peut prendre l'exemple, s'il y a ceux qui savent que c'est que la psychologie et quelle est la nécessité d'avoir des psychologues dans un pays.
Nous, on est méconnus du public, alors que nous sommes des personnes ressources dans la résolution de beaucoup de conflits au sein de la République. Par exemple, il y a des guerres, il y a des viols, il y a même des catastrophes naturelles. Dans des pays qui se respectent, s'il y a des choses pareilles, on fait appel à qui? Les premières personnes, ce sont les psychologues. Il y a les psychologues, il y a les médecins, il y a les juristes, il y a toute une équipe de prise en charge. Mais malheureusement, ici chez nous au Congo, notre science est méconnue, est mal connue. Je ne sais pas si c'est lié à notre culture. Est-ce que vous allez poursuivre, est-ce que vous-même, psychologue, vous vulgarisez votre science? Oui, nous avons notre association de psychologues cliniciens congolais, mais parce qu'il y en a aussi d'autres, des psychologues du travail, des psychologues sociaux, il y a les psychologues scolaires. Mais chez nous, en clinique, nous avons notre association avec notre président. Vous, en tant que psychologue, je parle d'ensemble, cliniciens, des psychologues cliniciens, naturellement, vous devez amener un accompagnement, je dirais, psychologique au sein de la direction des autorités quand ils dirigent. Maintenant, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'elles vous négligent ces autorités-là et vous rejettent et vous refutent ou quoi? Parce que ces facultés-là existent, c'est la psychologie. Et il y a des disciplines psychologiques cliniques, cliniciennes, psychologie du travail, etc. Mais là où on voit que c'est plus négligé, c'est la psychologie clinicienne. Parce que la psychologie du travail, on voit dans les entreprises, ces psychologues-là, quelquefois, être aux côtés des responsables en vue de diriger les personnels, puis ils sont des DRH là-bas, etc. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez été en contact avec des autorités, des gouvernants, et ces gouvernants vous ont rejeté. Ok. Bon, même les autres cliniciens là, ils n'ont pas de travail. S'il y a ceux qui sont embauchés, ce n'est même pas un cas. Vous parlez des cliniciens ou des psychologues en général? Que ce soit des cliniciens, que ce soit les autres là. Nombreux sont devenus des gens qui vendent des crédits et tout ça. C'est parce qu'il n'y a pas de travail. Vous, au moins, vous êtes enseignante à l'université de Kinshasa. Mais nous, on a eu de la chance d'être enseignante, mais nous pouvons aussi travailler et nous, on est là, on peut être dans des hôpitaux, partout là, même dans des cabinets de ministres. Il doit y avoir des psychologues, même dans les sports. Au fait, dans les sports, donnez un peu les détails pour les sports. Dans quel sens? Mais dans les sports, ils doivent avoir des psychologues. Les joueurs doivent être accompagnés des psychologues. Ils vont les motiver. Comment on va les motiver? Tel joueur qui a connu tel problème, comment on peut les motiver pour qu'il donne le meilleur de lui-même sur le terrain? Ce n'est pas quelque chose qu'on voit. Vous voyez dans d'autres équipes au monde, ils ont toute une équipe bien. Il y a des médecins, il y a des psychologues, il y a. Mais chez nous, ils ne sont pas. Pourquoi? Parce que la science là n'est pas connue au monde. Ou c'est pas au monde, mais ici en République démocratique du Congo. En RDC. Parce qu'ailleurs, c'est vraiment important. Il y a eu trop de problèmes. Par exemple, quand il y a eu Ebola, au moins cette fois-là, le professeur Dr Mouyembe Jacha avait amené les psychologues pour la prise en charge de tous ces gens-là et c'était très bien passé. Oh, le docteur Mouyembe a fait ça? Oui, le docteur Mouyembe a fait ça. Et puis, quand il y a eu Covid, on a pris quand même quelques psychologues qui ont travaillé dans les hôpitaux, dans la prise en charge de ces gens-là. Mais on n'est pas reconnu officiellement. Nous n'avons pas l'ordre des psychologues cliniciens. Là, c'est la faute de qui? Alors, mais c'est ça ce que nous disons. On fait des démarches depuis lors pour qu'on ait des documents qui nous donnent. Ça bloque où? Où est-ce que ça bloque? Ça bloque où? Je ne sais pas si c'est au ministère de la Santé ou au niveau de l'État. Les droits à exercer quoi, votre science? Pour exercer notre science, par exemple, nous psychologues cliniciens, nous travaillons dans des hôpitaux et on accède au dossier, par exemple, des malades. Pour accéder au dossier des malades, vous devez avoir un ordre où il y a des ordres là où on vous donne comment vous devez vous comporter devant tel malade ou en entrant en profondeur d'un dossier des malades dans le cadre d'éthique et d'ontologie. Qu'est-ce que vous devez faire?
Mais jusque-là, il n'y a que les médecins, c'est depuis le serment d'Hippocrate, des médecins où ils ont l'ordre. Mais chez nous, les cliniciens, il n'y en a pas, nous travaillons comme ça. Si on vous appelle là-bas, vous allez. Mais en général, on n'a pas l'ordre. Mais nous sommes négligés au fait. Nous sommes négligés parce qu'il y a trop de catastrophes ici. Les femmes violées, l'insécurité, même les... Évidemment, les parlons des cas en particulier des militaires et des femmes violées. Commençons par les militaires qui sont donc sous les faits, au fond là-bas. Donc, comment devraient-ils être pris en charge, psychologiquement parlant? Est-ce qu'avant la guerre, pendant la guerre, après la guerre, il y a même ceux-là qui rentrent amputés d'une jambe, par exemple, ou mâchons, bornes, etc. Alors, ils laissent des familles ici, ils vont là-bas. Quelle psychologie, en d'autres termes, quelle motivation ils ont pour faire la guerre? Ok, être militaire, c'est une profession pour défendre sa patrie. Ok, sa prise en charge à tout point de vue d'abord ne peut pas attendre qu'il y ait la guerre. Oh, c'est bien avant déjà. Bien avant déjà dans des formations militaires et tout ça, hein, on devait avoir déjà un programme psychologique. Avant d'aller en guerre, ces militaires doivent être accompagnés. Ils doivent même être avec des psychologues. Parce que chez nous, là, par exemple, moi je suis religieuse catholique, nous avons des aumôniers militaires qui sont des prêtres. Ils ont aussi la formation. Ils sont avec les militaires pour relever... Ils sont avec les militaires même, même au fond? Oui. Au fond là-bas? Oui. Ah bon? Ils doivent être là parce que la spiritualité, la psychologie et le physique doivent être en équilibre. Les militaires... Écoutez, avant que vous n'avanciez, quand vous dites qu'ils doivent être la spiritualité, la psychologie, les corps doivent être en équilibre. Vous voulez dire quoi par là? Donc, la prise en charge de ces gens-là doivent être en équilibre avec les trois axes-là. L'homme, c'est une personne, mais il a besoin d'être accompagné. Accompagné par la parole de Dieu, chacun est libre pour sa religion. Accompagné psychologiquement parce que aller à la guerre, ce n'est pas des galettes à fabriquer ou des beignets. Les militaires doivent être préparés à tout point de vue, psychologique, matériel et financier. Vous comprenez? Ils doivent être en équilibre. Et sa famille qui reste aussi doit être très bien prise en charge par le gouvernement. Parce que les militaires qui est sur le front là, c'est qu'à ce moment où je suis, ma famille est bien, mes enfants mangent bien, mes enfants vont à l'école, mes enfants sont bien logés et moi je vais pour aller lutter pour défendre ma patrie. Mais s'ils n'ont rien, comment ils seront motivés sur le terrain? Voilà pourquoi on devait aussi accompagner les militaires par des psychologues. Et maintenant, quand ils sont en train de combattre, au fond là, il y a comme des replis stratégiques, quoi. Replier, replier, tout ça. Est-ce que la nécessité d'avoir un psychologue aux côtés des militaires aussi Ok, la nécessité d'avoir des psychologues aux côtés des militaires, c'est les accompagner pour qu'ils aient des réformes psychologiques fortes. Comme on dit dans le langage moral, il y a l'écolo, ici à Kinshasa, les réconforter à chaque fois qu'on a vu, où on a tué, où on a été, on a attrapé des balles, où on a vu comment les autres meurent. Tout ça, c'est le mental, c'est le mental. Ces personnes-là doivent être vraiment accompagnées et par les psychiatres et par les psychologues. Parce que les répercussions à la longue, en tout cas, ne sont pas bonnes pour ces gens-là. Avec tout ce qu'ils sont en train de vivre, des souffrances, les retentissements ou des souffrances physiques et mentales que ces gens-là sont en train de vivre, ils doivent être nécessairement vraiment accompagnés. C'est pourquoi vous voyez, s'il y a la guerre, par exemple, vous voyez les militaires qui vont en Ukraine là-bas, dès qu'ils rentrent chez eux, la première des choses, on les amène dans un centre. Ce n'est pas un centre neuropsychiatrique où ils sont pris en charge et par les neurologues, et par les psychiatres, et par les psychologues. Pourquoi? C'est pour leur redonner encore espoir. Et c'est pour se créer l'estime de soi. Comment le militaire saura que ce que j'ai fait là, c'était bon? Et si j'ai tué la personne, au nom de quoi et au nom de qui?
Parce que parmi eux, il y a aussi des chrétiens. On sait que tuer, c'est un péché. Mais un militaire qui a tué, et il rentre, il s'assoit tout bonnement. Certains souffrent de culpabilité. Et cette culpabilité-là les aide à déclencher facilement des maladies mentales pour ceux qui ont des personnalités faibles avec moi, fragilisées. Voilà. Et ceux qui rentrent, par exemple, avec des chocs, avec des jambes amputées, des bras partis, machin, comment. Et en ce moment-là, on les voit dans la rue, dans nos rues ici, vous asseyez quelque part, un militaire qui n'a plié toute sa jambe, qui vient, qui m'en dit quelque chose. En tenue. Comment est-ce que ces gens-là devaient être accompagnés? Ces gens-là, nous devons les rendre d'abord hommage. Et qui rentrent avec des bras amputés, des jambes coupées, tout ça là, c'est le problème du gouvernement. Le gouvernement doit mettre en place tous les mécanismes possibles de la prise en charge de tous ces gens, même les anciens combattants. Les anciens combattants, qui sont plus abandonnés, hein, la plupart. Oui. Mais s'ils reviennent comme ça amputés, ils commencent maintenant à aller mendier, passer par là, c'est ce qui fait un peu mal. Ce sont des gens qui devaient être pris en charge parce qu'ils ont combattu. Ils ont combattu pour notre patrie et pour notre protection à tous. Donc on doit les envoyer dans un centre où on doit penser vraiment à ces gens-là, même à leurs familles, scolariser leurs enfants, donner à manger à leurs enfants. Bon, ça c'est un souhait, c'est ce que nous on veut. Ils doivent être accompagnés psychologiquement. Ce n'est pas un accompagnement de 2 ou 3 jours. Il a fait 4 ans, 2 ans, 1 année pendant la guerre. Le traitement doit être longitudinal, surtout quand on a des traumatismes, comme ils reviennent avec des bras amputés. On dit que le traitement doit être longitudinal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc une prise en charge qui n'est pas dans l'ici et maintenant, mais c'est une prise en charge qui doit prendre un peu beaucoup de temps par rapport aux faits et aux phénomènes que les militaires vivent dans ces milieux-là de guerre. Et chef des travaux, Lissi Mandeke, je rappelle que vous êtes aussi religieuse catholique, qu'on appelle en langage populaire ma sœur. Alors, parlons de ces femmes-là violées en temps de guerre, violées peut-être par des koulouna, etc. Quelle devrait être leur prise en charge? Ok, merci beaucoup. Bon, moi aussi, j'ai aussi participé à beaucoup d'études concernant la prise en charge des femmes ou des filles violées, même les enfants de 4 ans, non? Même des enfants, vous voyez un papa qui a violé son enfant de 3 ou 4 ans ou de quelques mois. Ça, c'est un traumatisme profond. La femme se sent dépersonnalisée. Dépersonnalisée. Oui. Waouh. Donc, et ça, comme si elle n'a plus de personnalité. Non, elle n'a plus de personnalité. Elle n'est plus considérée. Cette femme-là, c'est une femme, je ne sais pas comment je peux dire. Le mot me manque parce que moi, j'étais enfant en face de ces femmes-là qui ont été injustement violées, ou soit par la guerre, mais ici à Kinshasa, il n'y a pas la guerre, mais il y a des femmes et des filles qui sont violées. Imaginez-vous, votre épouse, vous les voyez, on est en train de les violer, et les voleurs vont partir, et vous les voyez à la maison là-bas. Je ne sais pas si vous aurez encore besoin de votre femme. Ces femmes-là qui sont rejetées par leurs propres époux parce qu'ayant été violées, cette femme-là, on doit la revaloriser. Et comment? Mais dans la prise en charge d'abord psychologique et dans la prise en charge juridique. On doit sanctionner tous ces violeurs qui se promènent librement à travers la RDC. Vous croyez une femme qui voit un homme qui l'a violé, qui part tout bonnement, était en prison et il est sorti, et vous le voyez passer. Qu'est-ce que cette femme-là ressent? La femme donne la vie, non? Oui. La femme donne la vie. Et si elle est violée, elle doit être prise en charge. Voilà pourquoi on doit tout faire pour éviter qu'il y ait des guerres, de l'insécurité, pour ne pas assister à de pareilles scènes. Des koulouna. Des koulouna et des scènes d'aller, il y a des filles. Vous avez vu quand même quand le pape est venu,
Vous avez vu une jeune fille qu'on avait violée à 13 ans, elle est venue avec son enfant au dos, non? Allez-y, madame. Oui, mais c'est fort, il n'a pas pu pleurer, il a pleuré. Est-ce que nous devons continuer à voir nos mères comme ça? Voilà pourquoi, dans notre pays, en tout cas, on doit tout faire pour mettre, ou comme disait Mosée, hein, la guerre doit rentrer là où elle est venue. La guerre, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Avec tout ce qu'on a des viols, on a des tueries, on voit des... Moi, j'ai accompagné un enfant de la rue qui a vu tuer ses deux parents. Toute la famille partie et lui, il s'est échappé. Mais il m'a dit, ma soeur, moi, si je deviens grand, je vais venger. Je vais venger mes parents. Et heureusement que cet enfant-là, nous l'avons accompagné au moins pendant 2 ans. Pendant 2 ans, on l'a pris dans la prise en charge de psychologie. Maintenant, il commence à se ressaisir pour dédramatiser tout ce qu'il a vécu comme traumatisme. Vous comprenez? Les femmes méritent une considération. De passage, vraiment, je salue le docteur Mukwege. Au moins lui, hein, même chez les bons dieux, on dirait, voilà les défenseurs des femmes qui ont été violées au Congo. Merci beaucoup. Donc, ce sont des choses qu'on devait éviter dans notre pays. Il faut un programme national dans la lutte de tout ça, en mettant toutes les disciplines au service. Mais quand même, je suis un peu contente parce que quand je suivais les stagiaires à l'hôpital général de Kitambo, il y a un service là de prise en charge gratuite de toutes les femmes violées. Donc il y a un service où on travaille à synergie avec des juristes et tout ça. On les prend en charge gratuitement, mais ça ne suffit pas. Il faut aller dans toutes les provinces de la République. C'est un fléau qui tue les pays, qui ravage les pays. La femme n'est pas considérée au Congo. Ces structures-là devaient plus donner de la valeur à la femme. Alors, vous voyez, je vous ai laissé vraiment vous étendre là, parce que c'est les mois de la femme. Oui. Et ce domaine des viols contre les femmes, c'est un domaine qui affecte trop. Nous, journalistes, étant aussi éducateurs, en ces mois, nous devons naturellement marteler contre ces violeurs-là et puis ces vices, ces antivaleurs. Mais dans l'entretemps, la population en général devient agressive. Une partie se transforme en Kuluna. Il y a d'autres, d'autres gens, quand ils sont aux affaires, ils sont directement des détourneurs parce qu'ils visent d'abord à se construire des châteaux, des immeubles, etc., oubliant la mission qui leur a été confiée. Alors, quelle en est votre lecture sur les travaux? Ok, merci. Moi, je ne suis pas pour les phénomènes Kuluna, mais comme psychologue, je dirais ce sont des symptômes ou des malaises qui se passent au sein de la société. Comment vous pouvez comprendre? Il y a des inégalités parmi les gens qui vivent au pays. Comment vous pouvez comprendre qu'il y a l'exode? Maintenant, Kinshasa est inondé, les gens fuient les villages pour inonder Kinshasa. Et à côté de vous, vous trouverez les gens qui mangent 3 fois par jour. Et il y a à quelques millimètres de vous, il y a les gens qui sont dans l'état de manque. Oui, ils mangent en délestage. Délestage, comme ce que nous fait la SNEL. Et le paix qu'ils gagnent, ça ne nous pas le bout de moi, même à louer des maisons, où les gens vont passer la nuit au salon, les enfants, les parents et les enfants naissent là-bas. Ça, c'est grave, ça, pour notre pays. Moi, j'ai travaillé de 2009 jusqu'à 2021 chez les enfants de la rue. Ah bon? J'ai visité les familles. J'ai fait des descentes sur le terrain. Vous en avez l'expérience. J'ai l'expérience des enfants kidnappés au Kasaï. Ils sont ici. Mais quand vous faites des entretiens avec ces enfants-là, brûlés avec des sachets, pas des pasteurs d'église ou comment. Pourquoi? Ah, mais ils sont des sorciers. Ah bon? On les taxe des sorciers. Et on les brûle?
on les brûle avec des sachets, on les laisse affamer avec des jeunes et tout ça. Ce sont ces jeunes-là qui... Des mineurs. Oui, des mineurs. Mais nombreux, ils sont ici à les changer. Et alors ça, c'est un indicateur que la société, ça ne va pas. La population devient très agressive. Et vous voyez les symptômes, c'est quoi? C'est les tueries, c'est aller cambrioler les gens, aller confisquer les biens des gens. Ce sont des symptômes, on doit vite éradiquer. Il y a même certains policiers qui le font aussi, qui se transforment en bandits. Mais bandits que armés. voulez-vous, s'il n'a rien, certains si militaires depuis aussi. Un ventre affamé n'a point d'oreille, un ventre affamé. La majorité des jeunes ne travaillent pas, ils sont là dans l'oisiveté, comme disait Saint Paul, affairés sans rien faire. Donnez du travail à ces jeunes-là, vous allez voir qu'on va diminuer. Ma soeur, oui. Est-ce qu'on ne peut pas serrer la ceinture au lieu de commettre des actes illégaux comme ça? Mon cher, serrer la ceinture pour s'immoler ou comment? On ne peut pas se faire un homicide volontaire. En s'asseyant parce qu'on n'a pas l'argent, on n'a pas à manger, on doit serrer la ceinture. Ça, le ventre affamé n'a pas de là, j'aimerais quand même, disons... Je peux vous dire quelque chose? Allez-y. Ok. Les besoins de l'homme. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu, même s'il y a des athées. Les besoins de l'homme, il y en a deux. Il y a les besoins biologiques et les besoins psychologiques. Les besoins biologiques, c'est la faim, la soif et tout. Là où il y a la physiologie, etc. Oui, le sexe et tout ça, c'est un besoin. Pour les besoins, si vous avez soif et que vous n'avez pas l'eau, et si vous avez faim et que vous ne mangez pas parce que vous n'avez rien. On vit, on est en train de vivre à une caricature comme ça. Mais c'est là où naît l'agressivité. Et ça va contredire l'autre aspect, les besoins psychologiques, c'est aimer et être aimé. Et les besoins d'appartenance. J'appartiens à mon pays, le Congo. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand voulez-vous rester au Congo, disent non. Allez voir là un jour de loterie. Allez voir l'engouement et vous aurez une réponse. Les gens maintenant commencent à se sous-estimer d'être Congolais parce que la souffrance est au paroxysme. Mais, ma soeur, il y a aussi des gens qui montent aux affaires, DG, ministres, etc., et qui se transforment en détourneurs. Est-ce que là, c'est aussi les besoins de l'homme? C'est les manques ou quoi? Ou c'est seulement la mentalité qui est déjà détériorée, pourrie depuis l'éducation familiale? Moi, je dirais ça, ça va s'enrichir seul et que les autres souffrent psychologiquement, ce n'est pas un équilibre. Partage vertical ou le partage horizontal? Oui. Parce que quand on est un peu égocentrique, quoi. C'est ça, on fait le tribalisme, c'est que je dirais ça après. Ouais. C'est égocentrique, égo. Ouais. On ne voit que les moi. Toi, tu as 21 000 et les autres qui n'ont rien. Mais c'est ça. C'est étonnant quand même. Vous êtes scientifique, on peut évoquer ça. Les députés aujourd'hui, selon ce qui se dit, bien qu'il y ait plusieurs nids, mais parmi eux, il y a certains qui acceptent les avantages et émoluments là, c'est déjà pas moins de 20 000 balles, 20 000 $. Pendant que vous, enseignants d'ailleurs, les professeurs d'université ont 1 500 balles, 1 500 $. Les chefs de travaux, à peine, si je m'abuse pas, 700 000 francs ou quelque chose comme ça, etc. Et ça agace quand même, hein? Bon, l'inégalité salariale, ça arrive à tout le monde. Mais ce que nous, comme psychologues, nous conseillons à nos autorités, c'est d'être en équilibre. En équilibre. Équilibrer ce qu'on a comme potentialité, ou des richesses du pays, ou de l'argent du pays, pour que chaque Congolais, au moins, se retrouve. Si le social des Congolais est bien pris en charge, eh bien, personne ne va aller s'en vouloir à un politicien quelconque, nulle part. Mais maintenant, tout le monde est à l'état de manque. Comment on va laisser les autres, ceux qui sont dans l'abondance, qu'ils soient libres? Non. Et c'est ça ce que nous voyons à travers la cité où il y a des phénomènes Koulouna ils cherchent seulement à nuire. C'est une réponse, c'est un message qu'on envoie au gouvernement pour dire que vous mangez, nous ne mangeons pas.
Et on attaque la population. Et tous nous sommes attaqués. La pauvre population. Que Pour la direz-vous pauvre alors, population. vous l'avez épluché là un peu, que direz-vous du tribalisme ou du clientélisme? Le tribalisme, au point de vue psychologique, je peux d'abord dire que le tribalisme, c'est un problème de phase. Dans les vases créés, ça cache beaucoup de choses. Il y a les injustices, les incompétences, hein? Il y a beaucoup de choses, l'égoïsme, l'égocentrisme. C'est ça, au fait, le tribalisme. Le tribalisme, au fait, c'est être en déséquilibre psycho-affectif qui vous amène à l'égocentrisme et à l'égoïsme, et même à avoir la mentalité infantile ou l'infantilisme, c'est-à-dire une carence psycho-affective, où on veut tout amener vers soi. Et le tribalisme, quand ça va record, c'est parce qu'on n'est pas en équilibre. On veut toujours s'accompagner des gens pour être en sécurité. Si on n'est pas en sécurité... Des gens d'origine. Oui, pour être en ethnique sécurité. et tout ça. Oui, d'origine ethnique, pour être en sécurité. Sans ces troubles-là, on ne se sent pas en sécurité. C'est ça, en fait, l'infantilisme, ou la mentalité infantile dans le tribalisme. Et le clientélisme qu'on est en train de vivre dans notre société. Bon, pour nous, le clientélisme, c'est l'exhibitionnisme, en fait, en psychologie. Hein? On exhibe, voilà, nous, on a ça, on veut faire ça. En réalité, ce n'est pas ça. Hein? Être un peu, c'est la mégalomanie, quoi. Hein? On s'exhibe le clientélisme, là où c'est 1 plus 1 égale 2, les autres voient 1 plus 1 égale 3, ou là où c'est blanc, on voit noir, et là où c'est noir, on voit blanc. C'est ça le clientélisme. En fait, ça va aussi de la même façon que le favoritisme. On peut favoriser un mal parce qu'on sait qu'on tire des dividendes et des bénéfices secondaires dans ce mal-là et on encourage. C'est ce que je peux dire. Y a-t-il en République démocratique du Congo un accompagnement psychologique pour des gens qui sont par exemple interpellés, des gens qui sont accusés au niveau des tribunaux, tout ça? Est-ce que les psychologues, et surtout cliniciens, peuvent les accompagner en vue de les remonter leur niveau de morale? Ok, en tout cas, c'est un domaine inexistant. Inexistant. Normalement, tous ces gens qui sont incarcérés, ils ont besoin aussi des psychologues pour les écouter. Sous d'autres cieux. Un prévenu dans son dossier a besoin aussi d'un expertise des psychologues. Vous faites expertise. Qu'est-ce qui a amené ce monsieur-là à commettre tel acte? Il était dans quel état? Est-ce qu'il était normal ou c'était le début d'une dépression ou quoi que ce soit? Ce sont de pareilles analyses que nous faisons avec des études de cas approfondies de la personne et puis on fait un rapport, on donne au parquet ou au juge. Et c'est ce qu'on met. Ça peut influencer son jugement, hein? Oui, ça peut influencer, mais vous voyez, regardez sur d'autres siècles, quand on fait des jugements en public, vous allez voir qu'il y a des psychologues, non? Il y a des juristes et tout le monde est là. C'est pour qu'il n'y ait pas de jugements erronés ou avec parti pris où il y a certaines défaillances, non? On voit qu'est-ce que l'autre a dit et vous, qu'est-ce que vous avez vu et nous, qu'est-ce que nous avons vu. Quand ils passent là pour faire leur tribunal, ils savent quels sont les éléments moteurs qu'ils ont eu pour ces dossiers-là et pour la personne qui est accusée ou il est prévenu. Mais chez nous, ici, ça n'existe pas. C'est tout que chez nous, apparemment, la science ou la grande discipline psychologique est négligée ou méconnue, comme vous l'avez dit au départ. Ouais. Et naturellement, si on peut conclure cette émission, puisque on nous fait signe, on est vers la fin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que la psychologie, surtout la psychologie clinicienne, la psychologie clinique, puisse être bien vulgarisée et prise en charge par les gouvernants, de manière à aider d'abord eux-mêmes les gouvernants
Parce que certains gouvernants, certaines autorités dirigent les affaires avec peut-être des jugements erronés au départ, des pensées négatives, peut-être vu d'où ils sont venus, où est-ce qu'ils ont été fabriqués au sens de leur mentor, tout ça. Alors, mentor, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces autorités-là, parce qu'on parle de la prise en charge psychologique des gouvernants, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour vulgariser la psychologie clinique? Ok, merci beaucoup. Pour moi, comme psychologue clinicien, je dirais ceci. Le gouvernement a des écoles ou des instituts supérieurs et universitaires qui forment des cliniciens à tout point de vue. Alors, on ne forme pas les cliniciens ou les psychologues en général pour aller les mettre au four ou devenir chômeurs. Qu'ils créent des emplois d'abord en commençant à donner du travail à ces jeunes psychologues qui terminent dans la prise en charge de tous les maux qui rongent notre société. Donc, nous, on demanderait, nous comme psychologues cliniciens, on doit nous embaucher partout dans les hôpitaux, partout dans la prise en charge des personnes qui sont en détresse. Et ce qui nous manque, c'est la non-considération de notre métier de psychologue. Nous sommes à l'IPEN, nous sommes à l'ISAKI, nous sommes à l'université de Kinshasa, nous sommes à Bukavu, nous sommes partout à Kisangani. Il y a cette option-là. Notre pays ne peut pas aller prendre les gens du dehors pour venir accompagner psychologiquement nos propres frères et sœurs ici au Congo. Nous-mêmes, nous sommes là, mais nous ne sommes pas exploités par notre propre gouvernement. Donc moi, ce que je conseillerais, c'est de donner l'ordre des psychologues cliniciens et les autres psychologues pour qu'ils travaillent partout pour le bien-être de notre pays. Parce que les moments sont très durs, il y a une très forte pression et eux-mêmes aussi, nos gouvernants, ils pouvaient mettre dans leur bureau, dans leur cabinet, les psychologues, non pas comme politique, mais on l'utilise comme psychologue dans la prise en charge, de l'aider à trouver solution dans son problème ou au problème du pays. Les psychologues, c'est leur rôle. C'est ça en fait la définition d'être psychologue. Aider les gens à trouver solution dans leurs problèmes. Ce n'est pas les psychologues qui trouvent, mais il aide la personne à trouver solution dans des problèmes. Comment trouver une solution, comment on peut éradiquer le phénomène Kuluna. Mais utiliser des psychologues, vous allez voir qu'il y a toute une bibliothèque ou une richesse. On va voir comment on peut conscientiser les jeunes, comment les occuper, les embaucher pour qu'ils deviennent utiles. Disait Taylor, l'homme se valorise par le travail. Sans travail, l'homme n'est pas valorisé et facilement on peut devenir délinquant. En fait, c'est ça, moi, ce que je peux dire. Merci beaucoup, chef de travaux et ma sœur Lissi Mandeke. Vous êtes en train de travailler votre thèse. Bientôt, vous allez devenir professeur. Vu votre potentiel, vous l'êtes déjà pour moi. Et naturellement, vous comprenez, la crise est au paroxysme dans beaucoup de domaines de la vie sociétale en République démocratique du Congo et comment prendre en charge l'accompagnement psychologique des autorités, des gouvernants pour faire mieux en vue d'aider la pauvre population. Et dans cette population, il y a toutes catégories. Il y a des militaires au front, il y a des femmes violées, il y a des fonctionnaires qui sont en général mal payés, il faut qu'on se le dise, et qui font d'ailleurs des bruits contre les députés, vous qui étiez partis, qui étaient allés au Parlement pour vibrer en vie de l'évolution sociale de cette population, entre autres, par légiférer. Voilà que plusieurs se cantonnent dans leurs intérêts égoïstes. Vous avez compris, quand on demande à ce que la psychologie clinique ou clinicienne soit prise en charge dans beaucoup de domaines, c'est pour aider. Par exemple, que les députés comprennent qu'il doit y avoir partage horizontal et non vertical.
vous avez pas moins de 20 000 balles ou quoi. Et les professeurs d'université, ils ont $1 500, etc. Ça ne va pas. La pauvre population vit par $1, donc par individu par jour, et d'autres ne mangent pas des listages. Les autorités, comment est-ce qu'ils doivent prendre en charge les militaires, les femmes violées? Comment est-ce qu'en diplomatie, on doit vibrer d'égal à égal? Tout ça, ça nécessite aussi la psychologie clinicienne, la psychologie clinique pour voir le niveau mental, quand par exemple, le ministre des Affaires étrangères veut aller vibrer au niveau des Nations Unies, etc. Nous avons reçu pour vous, ma sœur Lucie Mandeke, chef de travaux à l'Université de Kinshasa. On a parlé de la prise en charge psychologique des gouvernants. Merci. Et c'est là, c'est dans Populi sur Absi Télévision. À la prochaine opportunité. Bonsoir.